subi un nouveau bombardement la nuit dernière. Des quartiers entiers ont été dévastés. Fin du service d'information. Nous ne connaissons pas en Suisse les horreurs de la guerre totale. En ce 5e hiver de guerre, nous pouvons encore prendre tranquillement en famille nos repas quotidiens, même si le pain de pommes de terre doit faire son apparition sur nos tables. Prévoyante, la Confédération a organisé de bonne heure l'économie de guerre. Ses premiers préparatifs remontent à 1937. Dès cette époque, elle constitua des stocks importants de denrées alimentaires et de matières premières. Au début des hostilités, le blocus et le contre-blocus mirent un terme au libre-échange des marchandises. Les négociateurs suisses parvinrent au prix des fortes tenaces à ouvrir une brèche pour importer en Suisse des biens indispensables. Arborant le pavillon suisse, 18 navires apparurent sur les mers pour transporter les marchandises destinées à notre pays. L'effort considérable de notre agriculture a permis de doubler la superficie des terres cultivées. Les améliorations foncières transforment marais et fondrières en terres cultivables. Plus de 100 000 personnes, dont beaucoup de volontaires, prêtèrent en 1943 leurs bras à l'agriculture. Les petits cultivateurs fournirent eux aussi un apport appréciable. En effet, un ménage sur deux, dans la population non agricole, couvre lui-même ses besoins en pommes de terre et en légumes. Les organes de l'économie de guerre pourvoient à l'emploi rationnel des produits indigènes et des articles importés. C'est ainsi que les grandes quantités de viande disponibles en automne sont réfrigérées et stockées pour être mises sur le marché au printemps. Une mouture plus intensive permet de remettre au boulanger une plus grande quantité de farine. Mais la distribution est la chose essentielle. Si elle n'était pas organisée, les marchandises rares seraient accaparées par ceux qui ont le plus d'argent et n'iraient donc pas là où elles sont le plus nécessaires. Le rationnement permet de répartir les marchandises rares. Il supprime les privilèges que confèrent des revenus élevés. Riche ou pauvre, chacun est égal devant le rationnement. Dans un pays comme le nôtre, dont les mœurs et les coutumes alimentaires varient beaucoup, le rationnement pose des problèmes ardus. Pensez par exemple à la distribution quotidienne de 2 millions de litres de lait. Les autorités s'efforcent de tenir compte des habitudes locales. Les coupons options, pain, farine ou beurre, graisse et huile, permettent d'adapter le rationnement aux besoins régionaux ou individuels. Il en est de même des coupons échangeables. En outre, afin de mieux prendre en considération les exigences individuelles ou sociales, les autorités ont créé 2 types de cartes. La carte A pour mangeurs de viande et la carte B pour ceux qui préfèrent d'autres produits. Leur valeur nutritive est égale, mais le coût des denrées de la carte B est inférieur d'1 tiers. Précieux avantage pour les familles nombreuses et les personnes à revenus modiques. La Commission fédérale pour l'alimentation de guerre examine le côté scientifique du rationnement et conseille l'Office de guerre pour l'alimentation. Les besoins alimentaires de chacun jouent donc un grand rôle dans l'établissement des rations. Ils dépendent avant tout de l'âge et du travail fourni. C'est ainsi que le rationnement différentiel permet de tenir compte des besoins des travailleurs manuels ou des enfants de tout âge. Les autorités ont institué le système des coupons de repas, afin que nul ne puisse éluder le rationnement en mangeant au restaurant. De même, les producteurs ne peuvent s'approvisionner à double, puisque le service de distribution des cartes retient les coupons des denrées qu'ils produisent eux-mêmes. Le rationnement pose encore beaucoup d'autres problèmes. Les rations de chaque mois doivent être fixées plusieurs semaines à l'avance sur la base d'un budget établi pour chaque groupe de rationnement. Chaque mois, environ 20 imprimeries du pays impriment les 14 millions de cartes nécessaires. Cette quantité correspond au contenu de 4 wagons de chemin de fer. Et pour fonctionner irréprochablement, le rationnement doit comprendre tous les stades du commerce et de la production.
Le détaillant collectionne les coupons du consommateur et les remet au grossiste. Celui-ci, à son tour, les transmet à l'importateur ou au producteur qui le réapprovisionne et lui permet de continuer à fournir les consommateurs. Tel est le cercle sans fin de la distribution. Les organes de l'économie de guerre peuvent se flatter de ce que la marchandise correspondant aux 700 millions de coupons émis chaque mois existe réellement. La famine nous a épargnés jusqu'à ce jour. Le conflit continue toutefois et les difficultés d'approvisionnement subsisteront peut-être après la guerre. Un mot d'ordre s'impose, union et discipline.